Bonjour, je viens pour le débrief, le troisième, qui porte sur l'affaire Onana. André Onana, le portier du Cameroun, qui s'est séparé du groupe. Je ne sais pas s'il doit dire s'est séparé ou a été séparé du groupe, mais de plus en plus, les informations démontrent qu'il ne fait plus partie du groupe et qu'il serait même déjà parti du lieu où se passe la Coupe du Monde. Et ce qui revient le plus, c'est l'indiscipline. L'indiscipline a été annoncée lors de l'affaire K2. On a beaucoup parlé d'indiscipline. On a parlé d'indiscipline en disant qu'ils avaient bagarré. Pour Onana, on dit qu'il a manqué de respect au coach. Il a contesté les décisions du coach. On a l'impression que dans notre équipe, il y a un problème de discipline qui revient. La question, c'est jusqu'où on va aller avec la discipline. Jusqu'où le problème de discipline va décontenancer le groupe, comment le problème de discipline va transformer le groupe en quelque chose de compliqué. Est-ce que les managers, le coach, le staff n'a pas prévu des mécanismes pour gérer les indisciplinés? Parce que quand tu es un manager, tu es un coach, tu n'es pas là pour travailler uniquement avec les disciplinés, tu es là pour pouvoir manager discipliné et indiscipliné. Si le management facile consiste à dire l'indiscipliné, on les cible du groupe, on reste avec les disciplinés, alors tu n'es pas manager, tu es un accompagnateur. Tu as besoin de manager les indisciplinés, les disciplinés. Et Eto'o Fils, qui est le président de la FECAFOOT, a fait quelque chose de bien, c'est de ramener dans le staff les anciens footballeurs, les gens qui ont fait la gloire de l'équipe du Cameroun. Et la question qu'on veut leur poser aujourd'hui, c'est de savoir, quand vous étiez footballeur, étiez-vous discipliné? Est-ce qu'on peut dire que chaque fois qu'il y avait eu un cas d'indiscipline dans votre groupe, le groupe, on a renvoyé quelqu'un au pays? Je me souviens qu'en 90, on n'était pas d'accord avec le gardien Joseph Antanbel, mais il était dans le groupe, il est resté avec le groupe, il n'a pas été renvoyé au pays. Mais vous avez vos méthodes, vous avez vos moyens, et à vrai dire, si on regarde sur votre palmarès, au niveau de la discipline, vous n'êtes pas exempt. Vous n'êtes pas exempt pour pouvoir parler de discipline aux autres de manière aussi intransigeante. La réponse qu'on me donne souvent, c'est pas parce que ça s'est passé avant que ça doit continuer à se passer ainsi. Et ça me rappelle une affaire conjugale. Parce que rappelez-vous, je ne commande pas en tant que technicien, je commande en tant que conseiller conjugal qui prend les situations du football pour voir comment les amener dans le mariage et comment le mariage est impacté par ce genre de comportement. Dans le mariage, qu'est-ce que les gens disent souvent? Coach, c'est vrai que moi-même je ne suis pas bon, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un d'exemplaire, mais je ne peux pas tolérer que ma femme fasse telle chose. C'est-à-dire qu'il commence par un préalable où il reconnaît lui-même ses incompétences, ses incapacités, mais il dit que son conjoint ne doit pas en avoir aussi. La Bible dit, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil. Non, même pas la paille. La Bible dit, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil des autres. Je pense qu'on peut manager une équipe avec des indisciplinés et aller très loin, comme nous avons eu le cas en 1990. Tout le monde n'était pas discipliné dans le groupe. Souvenez-vous, c'était un groupe vraiment bouillant. Et donc, première leçon pour les couples, l'histoire de c'est vrai que je ne suis pas un bon mari, mais ça ne tient plus. Fais l'effort d'être un bon mari et maintenant tu es capable et compétent pour discuter des problèmes de l'autre. Je ne suis pas en train de dire, il faut qu'on corrige rapidement, je ne suis pas en train de dire que parce que tu es mauvais mari, ta femme est forcément une bonne personne. Je ne suis pas en train de dire parce que tu es une mauvaise femme, ton mari est forcément une bonne personne. Je ne dis pas ça. Mais je dis, autant tu es capable de voir que tu es une mauvaise personne et que tu peux critiquer l'autre, autant tu devrais être capable de voir que l'autre est une mauvaise personne et tu peux vivre avec elle. C'est l'effort que je te demande de faire. Les ajustements vont suivre. Nous avons commencé à parler de ça. La deuxième leçon, c'est cette stratégie de la facilité qui existe dans la tanière des lions. Pas dans la tanière, mais dans le groupe des fans, des supporters. Il y a toujours des faux problèmes. Il y a toujours quelque chose qui est loin des gens du vrai problème. De la préparation du match contre le Brésil, on est focalisé maintenant sur Onana. On était d'abord focalisé sur K2. Ça dit que tout sauf ce qui concerne la préparation du match contre le Brésil. Et pourquoi? Parce que dans certains couples, parce que je reviens toujours à la situation de couple, dans certains couples, c'est ces faux problèmes qui nourrissent le couple. C'est la recherche du bouc émissaire qui nourrit le couple. Vous êtes dans un couple qui a des problèmes, au lieu de résoudre leurs problèmes, ils trouvent que c'est l'oncle qui dérange, c'est la tante qui dérange, c'est l'ami qui dérange, c'est le collègue qui veut gâcher notre couple, et ils s'associent sur des choses extérieures, des choses superficielles, au lieu d'attaquer les problèmes de fond. Je vais vous donner deux exemples. J'ai eu à suivre un couple.
de fiancés. Ils m'ont contacté en ligne. Je me suis mis à les suivre. Le garçon et la fille avaient des comportements assez extrêmes. Mais je me battais pour que les choses puissent s'arranger. Et puis un jour, la fille a commencé à me poser trop de questions. Est-ce que tu penses que ce projet va aboutir? Tonton, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu ressens? Parce que quand je prie, j'ai des réponses qui sont très négatives par rapport à ce projet. Et moi, je m'abstenais en lui disant, il faut avancer. Si Dieu veut nous révéler des choses, nous aurons la révélation. Et c'est comme ça qu'on avançait. Et puis un jour, le gars m'a appelé, m'a dit, tonton, le suivi que tu fais beaucoup d'efforts pour nous, tout ça. Je t'envoie un petit dépannage ridicule hein, en passant. Et je reçois le dépannage et puis je vais annoncer dans le groupe. Il me dit, non, il ne faut pas en parler dans le groupe, laisse tomber, tout ça. C'est privé entre toi et moi, entre hommes et tout. Et puis un jour, elle me met tellement la pression que je lui dis, écoute, ton futur conjoint a des lacunes. Et je lui cite les lacunes et je lui montre comment elle peut surmonter ces lacunes-là. Le jour où ils se retrouvent à deux, je deviens la victime. Je suis celui qui veut détruire leur couple. Le gars dit à la fille, je lui avais donné de l'argent, est-ce qu'il t'a même dit tout ça? Je deviens la personne qu'il faut sacrifier pour que leur couple fonctionne. Et beaucoup de couples fonctionnent de cette façon-là. J'ai un challenge de 21 jours, vous l'avez entendu parler certainement. Une dame participe au challenge de 21 jours. Elle fait 18 jours. Il reste 3 jours pour terminer. Au 18e jour, elle me dit non, tonton, je suis mal à l'aise avec ça. Mon mari n'est pas au courant. Je ne partage pas ça. Et elle va voir son mari. Elle me dit, tonton, me suivait dans un challenge. Il ne voulait pas que tu saches. Et je deviens la personne qu'il faut sacrifier pour que leur couple se mette en place. Je n'ai pas de mal à cela. Je n'ai pas... Si votre couple peut se mettre en place et que je suis le sacrifié, Jésus a été sacrifié pour nous. Ça me fait plaisir et je suis content. Mais je dis simplement, vous ne pouvez pas bâtir de manière durable en sacrifiant les autres. Vous ne pouvez pas bâtir de manière durable en pensant que c'est les autres qui sont responsables de vos problèmes. Parce que cela veut dire que votre couple est fragile et que quelqu'un de l'extérieur peut déstabiliser votre couple. Vous avez besoin de travailler pour fortifier votre couple, pour muscler votre couple et laisser les autres vivre leur vie. Vos parents sont peut-être mauvais, ils sont mauvais, vous ne pouvez pas les changer. Vos amis sont peut-être mauvais, ils sont mauvais, vous ne pouvez pas les changer. Mais votre couple, vous pouvez travailler pour le fortifier, pour le densifier, pour être à même de supporter les difficultés que votre couple aura rencontrées à cause de ceux qui sont à l'extérieur. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, la dernière vidéo, pourquoi tu poses des problèmes, tu fais des constats, mais tu ne proposes pas des solutions. Il y a des solutions dans la description de la vidéo ici. Tu n'as pas la solution au problème que tu as dans la description de la vidéo. Tu es libre de m'écrire. Je suis ouvert. Je répondrai à tes sollicitations. Donc, affaire Onana est rentré. Concentrons-nous sur le Brésil et à Rançon. Laissons les boucs émissaires. Onana, c'est un bon joueur. Il va se retrouver dans son club. Il est même très en haut ces jours-ci. Laissons les boucs émissaires. Concentrons-nous sur notre victoire ou notre match. Je ne sais pas quel sera le score. Je ne prévois pas de score. Mais concentrons-nous sur le prochain match et laissons les autres. Ne créons pas des histoires sur eux. On a dit qu'un gars a bagarré. Les gens ont même vu la vidéo. Mais la vidéo n'est plus jamais ressortie. Les gens ont dit qu'on en a bagarré contre Obama. Les gens ont vu la vidéo, mais la vidéo n'est finalement pas sortie. Les gens ont dit qu'on en a manqué de respect au coach. La vidéo n'est jamais sortie. Laissons les gars jouer. Continuons à les supporter. Pour les couples, concentrez-vous sur vos problèmes profonds et travaillez pour sortir de là et laissez les autres tranquilles. Moi, j'ai été victime plusieurs fois des accusations des couples. Quand ils veulent se remettre, ils cherchent un bouc émissaire. C'est le coach qui est le bouc émissaire. Moi, je ne travaille pas pour séparer les couples. Je travaille pour unir les couples. Et Dieu m'est témoin. Bonne journée, que Dieu vous bénisse.